Bonjour, dans cette capsule, on va vous parler de comment définir les caractéristiques du produit. Donc, plus spécifiquement, quels seront nos objectifs pour la capsule? Donc, définir les notions de produit et de service, expliquer comment définir les caractéristiques d'un produit, définir l'image de marque et ses fonctions, comprendre l'importance des certifications et de l'emballage. Donc, premièrement, on parle de l'aspect produit là, du marketing mix, mais on pourrait parler aussi de service, donc produit ou service. Quelle est la différence? Ben, souvent, en fait, un produit peut être en même temps un service et un service en même temps un produit. Donc, on parle plutôt d'un continuum produit-service, comme on voit dans l'image. On voit ici, si on vend une pomme, là, on parle vraiment d'un un produit pur, mais ce produit-là peut être accompagné d'un service. Par exemple, si je vais chez mon épicier ou dans un marché, ben là, peut-être je vais avoir un conseil sur quelle pomme acheter, je vais avoir une présentation de la pomme, tout ça. Donc, le produit est souvent, à moins qu'on soit là vraiment dans du produit de gros manufacturier, on est souvent, en fait, également dans le service. On pourrait parler d'un produit comme un patin à glace, un produit manufacturier. On pourrait parler d'un téléphone là, qui serait une bonne combinaison entre j'ai un téléphone, mais j'ai également un service de communication qui va avec mon téléphone. Puis plus loin, mais plus près des services purs, il y aurait la coiffure, mais encore là, on peut offrir certains produits personnels, des shampoings, conditionneurs. Puis il y aurait le service pur, par exemple, un message religieux où là, il n'y aurait aucun produit. Mais en général, on touche aux deux, puis pensez toujours là à... On est dans une économie de services maintenant, on n'est plus seulement dans une économie de produits, donc pensez toujours à accompagner peut-être votre produit d'un service ou quel est le service que j'offre en même temps que mon produit. C'est toujours une bonne attitude à avoir en vente. Donc, ce qu'il faut en fait pour définir sa stratégie, c'est de bien définir, quand on est dans la phase de design, de bien définir quelles caractéristiques va avoir notre produit. Donc, pour ça, il faut avoir fait nos devoirs. Faut avoir fait notre recherche, la recherche d'informations dont j'ai parlé avant. Donc, faut connaître son client, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses besoins, ses attentes, c'est quoi ses aspirations, ses valeurs. Donc, c'est pour ça là, qu'on avait fait le travail sur les personas. Donc, c'est pour bien saisir qu'est-ce qu'il veut, pour après ça définir quelles caractéristiques va avoir mon produit. Est-ce que je vais avoir plusieurs gammes, une seule gamme, tout ça. Puis connaître sa concurrence. Donc, qu'est-ce qu'offrent mes concurrents, comment je peux me différencier d'eux. Donc, c'est d'avoir fait son travail de recherche là, avant d'avoir défini son produit. Là, vous me direz, un fruit, c'est un fruit, je peux pas changer ses caractéristiques, mais en fait, il y a plusieurs choses que vous pouvez, premièrement, définir quel type de production vous allez faire. Après ça, quelles caractéristiques je vais rechercher dans ce produit, les variétés, quelle variété par exemple de fruits je vais utiliser parce que je cherche quelque chose de plus sucré ou de plus mûr, plus acide. Donc il y a tout le côté physique. Après ça, est-ce que je vais offrir un service, un accompagnement de mon client, par exemple, en le conseillant? Est-ce que je vais avoir une image de marque particulière, un emballage? Donc, c'est tout ça qu'il faut considérer. Ensuite, connaître sa concurrence. Donc, c'est savoir qu'est-ce qu'offre ma concurrence pour savoir, en fait, comment moi je peux me différencier. Si j'offre la même chose que le concurrent, mais c'est peut-être pas la bonne stratégie. Voir on peut offrir deux fruits, deux producteurs de Camerise pourraient offrir des Camerises, mais l'offrir de façon différente. Ou dépendamment, premièrement,
Est-ce que je l'offre, je le distribue à ma ferme ou je le distribue en marché? C'est peut-être moi comme producteur, je peux être l'ambassadeur, donc je fais une certaine différence. L'emballage que je vais utiliser, est-ce que je fais de la transformation? Donc, c'est toutes ces choses-là là, qu'il faut. C'est un ensemble de questionnements auxquels on doit répondre, mais avant ça, on doit avoir fait nos devoirs. Donc, pour définir les caractéristiques du produit, faut comprendre qu'il y a trois grands types là, de caractéristiques, puis on s'en échappe pas, donc faut les connaître. Premièrement, il y a les caractéristiques de base. Donc, c'est le produit de base, qu'est-ce qu'il doit avoir? La personne, le caractéristique de base, ben si j'ai pas cette caractéristique-là, les gens n'achèteront tout simplement pas le produit. Par exemple, pour une voiture, ben une automobile devrait avoir une autonomie de plus de 200 km. Les gens n'achèteront pas une automobile si elle peut pas la rendre à au moins 200 km. C'est peut-être la raison pour laquelle les premières voitures électriques là, ont pas été un succès sur le marché. Maintenant, bon, avec l'amélioration dans les batteries, les possibilités, ben là, on est rendu avec plusieurs voitures électriques en vente. Après ça, ben ça, en fait, les caractéristiques de base, faut les connaître parce que sinon, c'est ce qui fait qu'on va être dans le marché ou pas dans le marché. Si votre fruit est dégueulasse, est pourri, vous allez être hors du marché. Si vous avez un taux de pourriture trop élevé, une qualité du produit qui est pas là, la qualité de base est pas là, ben vous êtes sorti du marché. Donc, faut savoir c'est quoi les caractéristiques de base. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques de différenciation. C'est quand le client va choisir entre deux produits, ben en fait, sur quoi il va se baser pour faire son choix final. En fait, il est intéressé par deux. Est-ce que j'achète un Samsung ou un Apple? Il y a quelque chose qui va faire en sorte que je vais choisir entre un ou l'autre. Ça peut être le prix, ça peut être la qualité de l'interface, ça peut être bien des choses. Dans mon exemple, c'est je choisis un modèle, par exemple, je choisis une Toyota parce qu'elle est réputée pour sa conduite et sa fiabilité. Peut-être pas pour la conduite, pour la fiabilité, Toyota est bonne, mais peut-être moins pour la conduite. Donc, je dirais peut-être une Honda, on l'a choisi. C'est réputé pour sa conduite, sa fiabilité. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette voiture, par exemple. C'est les caractéristiques qui faisaient que je choisissais celle-ci. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques de fidélisation ou d'affirmation. C'est de la valeur ajoutée. C'est pendant que, par exemple, j'utilise ma voiture, ben je suis satisfait de certaines caractéristiques, certaines choses. Donc, c'est pour ça que quand ma voiture va être à la fin de sa vie utile, donc je vais en racheter une autre de la même marque. Ou je vais recommander à mes amis d'acheter ce type de voiture-là. Par exemple, j'ai trouvé le service courtois de mon concessionnaire. Je vais dire, allez à ce concessionnaire-là, sont super courtois, j'ai aimé ma voiture, j'ai aimé mon expérience. Donc ça, on fidélise, on s'affirme, on démontre le caractère, on renforce le caractère de notre produit. Donc c'est une pyramide en fait. On doit construire sur premièrement les caractéristiques de base, ensuite les caractéristiques de différenciation et finalement les caractéristiques de fidélisation ou d'affirmation. Mais il faut les connaître pour pas faire de la surqualité ou de la sous-qualité. Surqualité, ça serait un produit qui aurait des caractéristiques que le client est pas prêt à payer pour. Ça donne rien, en fait. Bon, pour définir les caractéristiques de mon produit, je dois faire le tour de tous ses attributs. Donc, premièrement, ses fonctionnalités. Qu'est-ce que mon produit permet de faire? Par exemple, ma gelée est nutritive, elle contient des antioxydants. Ça, c'est une fonctionnalité de mon produit. Mon téléphone, il permet d'aller sur Internet. C'est une fonctionnalité. Ensuite, ses composantes. De quoi est fait mon produit? Donc, mon produit est fait à partir des fruits locaux de première qualité. Mon téléphone a une caméra 10 000 pixels, par exemple.
L'emballage, la présentation, donc comment mon produit sera présenté au public. Par exemple, on pourrait viser un emballage simple qui présente l'aspect naturel du produit. On pourrait y aller vers quelque chose de super flyé si on veut se démarquer pour notre côté original, dépendamment de ce qu'on veut faire. Qui on veut viser comme client, on va définir un emballage différent, mais c'est important l'emballage, la présentation, parce que c'est souvent ce que les gens voient en premier. Ensuite, service à clientèle, c'est ma relation entre moi puis mon client. C'est le service conseil, mais c'est aussi la gestion des insatisfactions. Quand mon client n'est pas satisfait, est-ce que je le rembourse? Est-ce que je lui donne des crédits? Je lui donne des nouveaux conseils? Ça dépend en fait là ça pourrait être une politique de retour à des achats dans les 10 jours, par exemple. Mais ça, c'est également j'accueille toujours mon client avec un beau sourire. C'est le service à la clientèle. Les gens, c'est souvent la façon dont on va fidéliser nos clients. Donc, comme je disais, l'emballage est très important dans le produit. Il y en a qui vont dire des fois plus que le produit. Dans certains cas, ça peut être vrai, mais en général, le produit est quand même plus important. L'emballage, lui, remplit plusieurs fonctions. Donc, premièrement, une fonction d'identification facilite le repérage. Quand vous êtes dans une épicerie, vous voyez divers produits sur les tablettes, ben ça va vous informer. Premièrement, l'emballage, les étiquettes, tout ça. Après ça, une fonction de sécurité protège le produit de la contamination, des bris, aide à la manipulation, facilite le transport, la manutention, puis donc protège contre les avaries dans le transport, par exemple. Donc, maintenant, j'ai parlé d'une marque de commerce ou image de marque. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez sur la photo, là, il y a Google, McDonald's, Twitter. Tout ça est très représentatif pour nous. Par exemple, moi, j'ai reçu par la poste cette semaine une publicité. Donc, vous la voyez, une publicité de Saint-Hubert. Puis, moi, en fait, en voyant ce petit feuillet promotionnel, j'ai tout de suite su de quoi on parlait. Il y a des images qui me sont venues, des senteurs, des saveurs, des expériences. Donc, c'est pour vous dire que Saint-Hubert a vraiment une image de marque très bien définie. C'est pourquoi c'est un succès, là, le rôtisseur Saint-Hubert. Vous devriez penser, si vous voulez avoir du succès en entreprise, pensez en termes d'image de marque. Parce que c'est souvent les entreprises qui ont une forte image de marque qui réussissent. Les gens vont reconnaître, vont associer votre produit à certaines caractéristiques, une certaine image. On parle d'une image, donc une image de marque, on parle d'une image mentale qu'on se fait d'un produit ou d'une entreprise en l'associant avec des caractéristiques distinctives, des aspirations ou des valeurs. Donc, elle se traduit par un nom, un logo, une calligraphie, des couleurs ou des formes propres. Donc, les entreprises mettent énormément d'argent dans leur image de marque. C'est pas pour rien. Elle a une fonction vraiment importante pour la vente. C'est comme ça qu'on reconnaît un produit parmi d'autres. Donc, vous n'avez pas les ressources des grandes entreprises, mais vous pouvez travailler sur votre image de marque. Il y a beaucoup de petits producteurs qui l'ont fait. Ça a été gagnant. Camerise, Mistook, par exemple. Les microbrasseurs, souvent, développent là, des images de marque vraiment intéressantes. Premièrement, pour bien définir son image de marque, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut véhiculer. C'est un message qu'on véhicule. C'est quoi les caractéristiques qu'on veut que les gens reconnaissent. C'est quoi l'image mentale qu'on veut que les gens aient de notre produit ou de notre entreprise. Une image de marque, également, peut être associée à une entreprise, mais aussi à un produit. Prenons Procter & Gamble, qui est une grande entreprise, qui a énormément de marques, mais dans la tête du client, on les associe pas ensemble. Par exemple, ils ont Ivory, Oreo, Crest. Donc, c'est toutes des images de marque distinctives associées à des gammes de produits.
Effectivement, vous n'êtes pas obligé d'avoir, vous pouvez avoir plusieurs gammes de produits avec des images de marque différentes. Dans votre cas, je vous conseillerais plutôt d'y aller vers puisque vous n'avez pas beaucoup de ressources, vous devriez plutôt y aller vers une stratégie plutôt groupée, là, avoir une image de marque pour l'entreprise et ensuite une gamme de produits qui en découle parce que vous devriez pas vous disperser, en fait. Mais je voulais juste faire une parenthèse que la marque peut être associée soit à une entreprise, soit à un produit. À quoi elle sert l'image de marque? Donc, premièrement, elle a une fonction transactionnelle. Donc, elle facilite l'achat en limitant la quantité d'informations à traiter. Je suis à la caisse, puis je veux acheter des piles. Je connais pas grand-chose dans les piles, donc comment je vais faire pour choisir quel type de pile? Ben, je vais choisir par exemple les Duracell parce que je connais la marque, je sais que c'est de qualité et ça va faciliter mon achat, ça va régler facilement l'achat. Une fonction relationnelle, c'est que là, elle procure un sentiment de sécurité. On a certaines craintes liées à l'achat d'un produit, on veut pas faire un mauvais achat, surtout quand les produits sont quand même ont un coût élevé. Par exemple, dans l'achat d'une voiture, ben je vais acheter une Toyota parce que mon père avait une Toyota, a toujours eu des Toyota, puis il a toujours été satisfait, donc je vais continuer avec ça. Ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, il y a la fonction qu'on appelle aspirationnelle, c'est la marque est en conformité avec vos valeurs ou vos aspirations. Prenons les produits de beauté, par exemple L'Oréal, parce que je le vaux bien, ils utilisent des mannequins connus, donc c'est parce que les gens qui utilisent L'Oréal ont des aspirations un peu communes avec cette idée de beauté que véhicule la marque. Quand on tombe là dans l'agroalimentaire, ben peut-être que votre marque de commerce va véhiculer de l'achat local, peut-être quelque chose de naturel, quelque chose de bon pour la santé. Donc, ça va être ça la fonction aspirationnelle de la marque. Donc, dans votre cas, vous pourriez très bien jouer beaucoup sur cet aspect-là de votre marque de commerce. Donc, une marque de commerce peut évoluer avec le temps. On voit ici les biscuits Leclerc qui est en 1917 jusqu'en 2005 où la marque a évolué avec le temps, donc c'est pas figé. Ensuite, donc je vais terminer là-dessus sur cette capsule. Je reviendrai là, dans la prochaine capsule vous parler des certifications et des appellations contrôlées. Merci.